dans l'espace des livres, les plaisirs de marque-page. Votre invité aujourd'hui est éditeur, installé depuis plus de 20 ans du côté de la France, et notamment à Toulouse ou encore également à Strasbourg. Fondateur de Editalia, aujourd'hui le plus important groupe de presse italien né en France. Il est le fondateur et directeur de la revue Radici, initiateur de colloques, metteur ou encore producteur de spectacles. Il s'agit de Rocco Femia. Rocco Femia, bonjour à vous et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour à vous, Guillaume. Bonjour à tous. Comment ça va, Rocco? Très bien, très bien. Une journée ensoleillée à Toulouse. Rien de mieux pour un Italien. Oui, on est très heureux d'être avec vous. Vous allez nous apporter un peu de soleil, effectivement, puisque l'Italie en apporte. Toulouse également, pour y avoir vécu, c'est une très très belle ville, la ville rose. Rocco, avant de bien sûr nous plonger dans tout ce que vous faites, effectivement, que ce soit la revue Radici, que ce soit également l'édition des livres ou les spectacles ou encore bien d'autres choses, eh bien on va s'intéresser à vous, oui, à vous, et notamment nous raconter votre arrivée en France et notamment du côté de Toulouse, mais pas qu'à Toulouse, puisque vous êtes arrivé, si j'en crois bien ce que l'on m'a dit, du côté de Strasbourg, c'est bien cela? Oui, vous êtes bien renseigné, Guillaume. Je suis en France depuis 20 ans, avec un périple qui m'a amené un démarrage professionnel, je dirais, humain à Strasbourg, et puis à Lyon, et depuis 1996 à Toulouse. Et en 2002, la fondation de ce groupe de presse, d'abord avec la revue Radici et d'autres activités aujourd'hui. Bon, ma vie est celle d'un parcours d'un Italien qui a quitté l'Italie, je dirais, il y a très longtemps même, pour aborder des rivages différents, une ouverture culturelle à d'autres pays, à d'autres cultures, qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Mais surtout, c'est l'histoire de rencontres riches pour moi, de collaborateurs qui ont soutenu, aidé, qui continuent à soutenir, à aider ce projet éditorial de information et diffusion de la culture italienne en France et de la francophonie. Une journée type chez vous, Rocco Femia, comment ça se passe? Vous vous levez à quelle heure? Quelles sont les premières choses que vous faites? Est-ce que vous lisez tout de suite vos mails? Enfin, racontez-nous, dites-nous un petit peu comment ça se passe une journée chez vous. C'est très banal. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'ampleur qui a pris notre activité, on pourrait imaginer. Mais non, je crois qu'il faudrait aussi sortir de l'idée que, à la fois le chef d'entreprise que je suis, l'entrepreneur culturel que je suis devenu, a une vie de force aînée, de ministre. Oui, certes, je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, mais ça, j'aurais pu être un grand dormeur, je ne le suis pas. Je profite des heures dans lesquelles je ne dors pas pour activer mes neurones à la création de réalités, d'articles, d'activités artistiques ou de résoudre des dossiers qui sont en attente. Non, ma journée est la journée type. Ce qui est intéressant, c'est que je fais métier, et ça c'est rare peut-être, que j'aime énormément, où j'arrive à joindre à la fois la passion et la nécessité, pour ne pas dire l'utilité, d'avoir un métier qui me permet d'y vivre. Voilà, donc c'est cette réalité-là qui est importante. Je remercie vraiment la vie d'avoir fait en sorte de conjuguer ces deux réalités, l'utile et l'agréable. Donc c'est une journée, somme toute, je dirais, banale comme celle de beaucoup d'autres. Et j'ai toujours hâte de venir au bureau, de rencontrer mes collaborateurs, de créer ces activités dont on va en parler tout à l'heure, et qui ont fait peut-être aujourd'hui d'Italie et de Radici tout particulièrement un organe d'information sur l'Italie précieux, certes avec tant d'autres, mais avec cette particularité d'une dynamique franco-italienne forte et qui peut-être a produit la réussite de cette réalité-là, autrement impossible il y a 15 ans, parce que c'est vrai que lorsqu'on a fondé la revue, pour moi, était inimaginable le succès qu'aujourd'hui a la revue, je dirais, dans toute la francophonie. Quand vous ne travaillez pas, oui, je pense que ça arrive, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos passions, Rocco? Écoutez, moi je suis un grand cinéphile, peut-être pas accompli et pas de très haut niveau, mais en tout cas, je me situe dans le domaine de ce citoyen qui adore le cinéma et je suis un grand passionné de cuisine. Ne me demandez pas pourquoi, mais alors là, moi et la cuisine, on est une seule chose. J'adore faire de la cuisine, j'adore me plonger dans le goût, dans la découverte.
de ce patrimoine gastronomique qui est à la fois l'italien et le français aussi, de berceau de gastronomie. Ça, voilà, quand je n'écris pas d'articles, quand je ne pense pas au spectacle, quand je ne pense pas aux livres à éditer. Alors, qu'est-ce que vous aimez cuisiner? C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'il aime cuisiner, Rocco Femien, là? Allez, donnez-nous envie. J'ai une panoplie de plats très diversifiés, des mythiques comme la carbonara, les lasagnes, à d'autres un peu plus complexes, pour ne pas dire compliqués à faire, mais comme les risottos, par exemple, que j'adore particulièrement, dont je fais bénéficier, j'espère, les papilles gustatives de mes amis quand ils viennent à la maison à les goûter. Voilà. Et surtout, j'essaie, dans la gastronomie, j'essaie toujours de faire attention à expliquer aux gens que quand on fait un plat, l'essentiel est d'être tout de même le plus possible fidèle à l'histoire que ce plat a. Notamment pour la carbonara, par exemple, une chose qui agace énormément nous les Italiens, c'est ces variations parfois impossibles à défendre, comme la crème fraîche de la carbonara. Ça n'existe pas. Il faudrait qu'un jour, vraiment, on y ait une loi qui empêcherait ce dégât. Voilà. Donc, il y a une fidélité, ça, un grand amour, une grande passion qui m'ont permis, il y a quelques années aussi, d'être testeur laïque de guide Michelin. Une expérience très forte qui m'avait beaucoup, beaucoup plu et voilà, sur laquelle j'ai évolué tout simplement avec un amour et une passion sans faille pour la bonne cuisine. Voilà. Ça, c'est pour vous dire une passion. Après, c'est le sport tout court, mais hélas, aujourd'hui, sur mon canapé à la télé, et comme tous les Italiens, j'adore le rugby, non, pardon, le foot. Le foot. Quels sont vos goûts littéraires? Oui, vous aimez plutôt lire quoi? Qu'est-ce que vous aimez lire? J'ai un penchant très fort pour les essais et surtout pour les livres concernant à la fois la dimension politique, sociologique des pays, à la fois des deux, de la France et de l'Italie. C'était peut-être mon discours et mon périple universitaire ayant eu une formation en droit et un master en communication qui m'ont aussi après forcément intéressé à ce monde de la politique, de la géopolitique. Et oui, après, on est intéressé inévitablement à tous les romans que les auteurs italiens écrivent, traduits en français, ne serait-ce par l'exigence d'une maison d'édition comme la nôtre, qui véhicule et relate le beau, le bon du monde éditorial italien. Je lis beaucoup, nous lisons tous beaucoup à la maison, et ça, c'est une très, très, très bonne chose. Je crois que, voilà. Personnellement, je suis plongé davantage dans ce qu'on appelle ces bouquins un peu costauds, qui déterminent aussi la vision d'un pays, l'histoire, la sociologie et la politique. Alors, avant de plonger, notamment dans Radici, je vois que derrière vous, il y a une guitare. Elle est à vous, cette guitare? Oui, la guitare est à moi, mais oui, je joue. Je joue la guitare. Alors, je suis un amateur, guitare et piano, évidemment. Ça, de temps en temps, plus ou moins régulièrement à la maison. Et oui, parce que Guillaume, entre autres, peut-être vous ne le savez pas, ou oui, vous devriez le savoir, sur certains des spectacles que Radici produit, je suis sur scène. Je suis sur scène, ou avec les 30 autres membres de Gruppo Incanto, la grande troupe qui a mené ce spectacle italien quand les émigrés c'était nous, qui a connu un succès énorme, quasiment sans spectacle, sillonnant la France entière. Et bien, c'était un plaisir énorme de pouvoir aussi véhiculer cette diaspora italienne de l'émigration très importante, dont peut-être on va en parler, et qui a fait l'objet d'un livre très important dans la maison d'édition, Italien 150 ans de migration en France et ailleurs. Voilà, donc la musique aussi. Quelques notes là, ça donnerait quoi si vous prenez votre guitare et que vous nous faites quelques notes? Voilà, un petit morceau. Non, ben, c'était pas prévu, Guillaume. Mais oui, mais là, je la joue surtout pour me permettre de peaufiner certains passages à la fois. Mais voilà, donc c'est très important de nourrir aussi avec sérieux et le plus possible cette passion qui est la mienne et qui est la nôtre. Je répète,
je ne suis pas seul dans cette aventure. C'est ça qui est important à comprendre, car il est vrai, chaque fois que je me retrouve à devoir parler d'un projet comme le nôtre, et de cette qui est devenue, somme toute, une réussite, même s'il ne faut jamais se fier. Et la vie demande toujours une application constante, un travail réitéré jour après jour. Mais il n'est pas la réussite d'une personne. Ça, ce n'est pas un problème d'humilité de ma part, c'est la vérité de la vie. Personne n'est réussi tout seul. Donc, on me pose la question, comment tu as fait? Je dis, ben non, mais je n'ai rien fait tout seul. Surtout, j'ai eu tellement de personnes d'une certaine qualité autour de moi qui m'ont empêché de faire des bêtises, qui m'ont conseillé tellement bien que la réussite était au rendez-vous. Et ça perpétue. Peut-être ma vigilance est celle de m'entourer de personnes d'une très grande humanité, d'une grande compétence. Je dirais que la première, elle vient avant la deuxième. Parce qu'on peut devenir compétent dans son métier au fur et à mesure que les années passent, mais la capacité d'individuer les valeurs qu'ils doivent décliner les heures d'une journée, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et moi, j'ai une grande vigilance, vraiment m'entourer de personnes bien. Et parmi ces personnes, au fond, je suis le moins bien. Et parce que ces personnes, elles m'aident qu'à la fin, celui qui un peu incarne la responsabilité d'un projet, et oui, il en tire aussi le profit d'une belle réussite, d'abord humaine, artistique ou éditoriale. Je tiens à le dire ça parce que souvent dans la société qui est la nôtre, on a tendance plutôt à définir les rôles de ceux qui sont appelés les leaders. Oui, c'est vrai, il faut toujours une étincelle inspiratrice, il faut toujours des gens qui incarnent les valeurs pour lesquelles ils vivent. Mais au fond, la grande nouveauté d'aujourd'hui, j'espère qu'elle soit de plus en plus comprise, ce n'est pas le jeu, mais c'est le nous. C'est cette énorme capacité de savoir travailler ensemble et de mettre en lumière la différence de chacun pour en définir un projet culturel collectif. Rocco Femia et vous qui nous écoutez, intéressons-nous cette fois-ci à votre travail. Vous en avez déjà parlé un petit peu, mais on va approfondir les choses. Commençons par la revue Radici. Première question, en quelques mots, pourquoi Radici? Que veut dire Radici? Radici est né d'une expérience un peu particulière, très forte. D'abord, radici, ça veut dire racine en italien. Il faut dire la vérité que lorsqu'on a démarré la revue et qu'il fallait trouver un nom, radici, c'était le dernier qui est venu à l'esprit à mes collaborateurs. On avait plutôt tendance à aller dans une sorte de modernité avec un nom un peu branché, comme on dit. Et après, moi, je me suis souvenu d'un épisode très fort qui avait marqué mon expérience lorsque j'étais en Argentine, à Buenos Aires, et j'étais invité chez des amis lors d'un repas. J'avais un vieux monsieur qui était à mes côtés, qui était originaire de Calabre, et qui, en partageant le repas avec moi, je vous parle des années 80, à un moment donné, il m'écoute pendant très longtemps, et à la fin du repas, qui a duré 1 heure ou 2, il me dit, mais tu sais, ce chêne qui est en haut du village est toujours là. La mémoire, vous voyez, le désir de la mémoire. Il ne m'a pas demandé qu'est-ce qu'il devient-elle, le chêne, l'arbre. J'ai dit oui, il est toujours là. Et lui, ouf, bien, c'est bien. C'est comme si pour lui était nécessaire que toute mémoire puise sa force dans des racines solides, que ce chêne-là est un peu un symbole de quelque chose qui a des racines bien implantées. Et lorsqu'il s'agissait de trouver un nom, il m'est venu à l'esprit cet épisode. Je me suis dit, ne cherchez pas plus loin. Le journal, bien que lancé dans la modernité, il s'appellera Racine. Il s'appellera Radici parce qu'il ne peut pas exister. Aucun projet est viable si on n'a pas la mémoire, cette conscience d'où l'on vient pour se projeter avec cohérence et modernité dans l'avenir. Et c'est un peu ça qui a donné tout simplement le nom Radici, qui au début n'a pas enthousiasmé, mais qui s'est révélé finalement encore aujourd'hui fort important parce qu'on va de plus en plus à la recherche d'une identité. L'identité, même si elle est projetée dans le futur, elle demande toujours la conscience de savoir qui nous sommes, qui suis-je, d'où je viens. Vous nous avez expliqué pourquoi le nom de Radici, mais à la base, d'où est venue cette idée de faire une revue? Et puis, quelle est sa ligne éditoriale également? Voilà, celles et ceux qui ont envie de découvrir Radici, à quoi ils s'attendent? En réalité, la ligne, il y a 15 ans, est venue du fait d'une exigence. Je m'étais aperçu, en travaillant aussi en France avec différents journaux et en étant correspondant de magazines italiens, qu'il manquait véritablement un organe de presse qui renseigne
sur l'Italie telle qu'elle est aujourd'hui à 360 degrés. Souvent, l'histoire de la presse à l'étranger, de la presse italienne à l'étranger, avait marqué sa présence par des bulletins, des journaux que, au fond, étaient plutôt le reflet du milieu associatif. Certes, important, capital, et toujours de grande actualité, mais qui était un peu plutôt le reflet de ce qu'ils faisaient les associations italiennes dans le pays où ils étaient. Et moi, je sentais que le français en tant que tel, M. Dupont, pour nous entendre, nous comprendre, il n'avait pas un organe de presse qu'il puisse le renseigner sur l'Italie telle qu'elle est devenue aujourd'hui. Or, la France tout particulièrement, mais beaucoup de pays francophones, mais la France tout particulièrement, a un amour pour l'Italie, pour la culture italienne, important. Et donc, dès le départ, j'ai voulu un magazine qui s'adresse surtout aux Français. De le fait que son bilinguisme est un bilinguisme un peu particulier, car les articles ne sont pas en français et traduits en italien traduit en français, mais au contraire, ils sont ou en français ou en italien, et lorsqu'ils sont en italien, ils ont un glossaire des mots plus difficiles soulignés et traduits en marge de la page, ce qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Et ce binôme franco-italien a déclenché peut-être un intérêt accru, où le contenu, après, a fait aussi sa part, parce que c'est un contenu qui ne relate pas de ce qu'ils font les Italiens en France, mais il relate de l'Italie telle qu'elle est devenue aujourd'hui pour quelqu'un de francophone qui veut se renseigner sur ce pays proche culturellement et de point de vue géopolitique, je dirais. Voilà. Et la revue a su peut-être susciter intérêt à cause ou grâce à cette idée simple d'être dans cette franco-italianité. Pour la conception d'un numéro, Rocco, comment ça se passe, par exemple, le choix des sujets ou encore les personnes qui vont sur le terrain. Racontez-nous comment, qui fait le choix, etc. Dites-nous tout. La maison d'édition est structurée avec 5 emplois fixes ici sur Toulouse. On a une dizaine, même plus, de freelance qui travaillent pour nous, qui sont de plus en plus désormais fidèles et stables. La quasi-totalité sont en France et en Italie, quelques-uns en Belgique et au Canada, mais grosso modo, le travail se fait aussi par Skype interposé, par coup de fil. La rédaction ici à Toulouse pilote un peu chaque numéro sur la base du chemin de fer que nous allons réaliser. Et bien, voilà, les journalistes intéressés au sujet ils sont mis à l'œuvre selon leurs compétences, leur spécifique attention à certains sujets. Après, dans le numéro, on essaie d'expatrier, vraiment d'être dans des rubriques accessibles à tous, avec un langage qui n'est jamais académique, mais suffisamment cultivé pour permettre d'être lu au plus grand nombre. Nous avons une panoplie de rubriques très diversifiées qui vont de la politique à la culture, à la société, à l'histoire, à la gastronomie, l'histoire de l'émigration, les mœurs, voilà. Et le sport, comme un dernier dossier consacré à cette sortie de l'Italie de la Coupe du championnat du monde, mais qui en réalité, ce n'est pas seulement une sortie, vous voyez, du point de vue footballistique, mais c'est une sortie qui a des conséquences sur le plan économique. Donc, on a analysé avec un journaliste qui est plongé dans cet univers les non-retombées de l'élimination de l'Italie dans la Coupe du Monde. Après, il y a des réflexions très pointues avec des spécialistes de très, très, très haut niveau qui écrivent pour nous depuis des années. Donc, c'est un échange constant et régulier où on attaque les différents sujets de l'actualité. La revue est composée de 64 pages. C'est un bimestriel, donc il sort tous les 2 mois, ce qui nous permet véritablement de se poser sur chaque article, hormis la rubrique qui concerne l'actualité, qui est la dernière à être rédigée et qui, évidemment, essaye d'informer sur les dernières réalités de la société italienne. Notamment, souvent, c'est la politique. Rocco Femia, aujourd'hui, Radici, ça représente combien d'abonnés en France? Je sais qu'il y en a en Belgique, Canada également. Ça représente combien à peu près, si vous auriez un chiffre? On n'est pas loin de la seuil des 12 000 abonnés dans toute la France, dans l'Hexagone, en Belgique. Il y en a plusieurs centaines en Belgique, 800 au Canada. La quasi-totalité, évidemment, c'est en France, toutes régions confondues. Et ça, c'est une très belle réalité. Vraiment, c'est une très belle réalité parce que même si le nombre d'abonnés, somme toute, est exigu par rapport
à la presse, mais dans ce domaine de presse de niche, c'est tout de même une très belle réussite, parce qu'il faut savoir que quand on a un nombre d'abonnés si important, ça veut dire qu'on a un lectorat 4 fois plus. Donc, des gens qui écoutent. Le magazine est présent dans beaucoup de CDI, de collèges, lycées, où est enseigné l'italien. Et ça, c'est un signe aussi où les profs d'italien intéressés à la revue, ils l'utilisent comme outil de travail pour leurs cours, en ayant ce bilinguisme, et surtout le fait que les articles en italien ont un glossaire des mots plus difficiles soulignés et traduits en marge de la page. Et ça, c'est autant d'atouts que la revue offre et propose à ses lecteurs passionnés et gourmands de culture italienne. Oui, ce qui est bien, c'est que ça touche tout le monde. Elle n'est pas que pour une cible de personnes. Elle s'adresse à tout le monde, à toute personne qui a envie de découvrir l'Italie, de redécouvrir. Absolument. Autant au départ, on avait une couche, disons, relativement adulte, au départ, donc issue en grande partie de la diaspora migratoire italienne en France. Aujourd'hui, vraiment beaucoup de jeunes approchent la revue avec beaucoup de bonheur. Et ça, pour nous, c'est une très belle réussite, parce qu'on l'a voulu dès le départ, mais ce n'était pas sûr de la gagner. On n'est pas loin d'avoir gagné, rien du tout, parce que dans le monde de la presse, tout se joue sur très peu de choses. Mais néanmoins, c'est une très belle réalité aujourd'hui qui véhicule ce lien franco-italien. Et donc Radici, il se positionne avec comme culture généraliste, certes, de divulgation d'informations pointues et en même temps, je dirais, dans la légèreté, d'articles qui sont jamais académiques. On fait un grand effort. Et même les universitaires nombreux qui écrivent dans Radici, ils sont dans une très belle humilité d'accepter le défi de faire passer des informations sur l'Italie dans ce langage qui est le plus possible, ouvert, facile et grand public. Radici s'étoffe, elle propose notamment des hors-séries et également des magnifiques ouvrages sur des sujets riches et variés. Pourquoi ce choix de faire des hors-séries et puis des autres ouvrages, comme vous avez parlé de l'émigration et d'autres sujets, le cinéma, pourquoi ce choix? Là aussi, c'est à la fois, par exemple, le monde du cinéma, le hors-série sur le cinéma, c'est presque tout naturel. Comment parler de l'Italie, faire un spécial Radici sur la culture italienne et ne pas mettre en lumière le cinéma? C'est évident, ça va de soi. Il fallait que Radici se penche sur ce sujet et qu'il dise et qu'il donne sa contribution à la réflexion sur le cinéma italien. Mais là aussi, c'est la rencontre avec des spécialistes, le dialogue avec des personnes, l'amitié qui nous ont liés à des spécialistes. Dans le cas du cinéma, avec ce numéro particulier spécial sur le cinéma italien, très, très, très beau, c'était la rencontre avec Jean Gilly, Monsieur Cinéma en France, Monsieur Cinéma italien, la rencontre avec cet homme qui connaît vraiment très, très bien le cinéma, un critique de cinéma fondateur du festival italien d'Annecy, donc une figure incontournable du cinéma, et qui a épousé la cause de Radici, qu'aujourd'hui il dirige cette trilogie sur le cinéma italien dont nous venons de publier les 2 premiers volumes. Voilà, donc c'est le premier et le deuxième. Voilà, c'est les 2 volumes qui sont déjà sortis. Et l'année prochaine, il sortira le 3e volume, consacré au cinéma contemporain des années 2000, tandis que les 2 autres ont concerné la période du néoréalisme jusqu'aux années des conflits, les années 70, et le tout dernier, entre déclin, transition et renaissance, c'est les années 1980-2000. Donc c'est bien. Ils naissent vraiment à la fois par une exigence évidente et aussi par la rencontre avec des spécialistes qui font le tchac, c'est le cas de dire, avec la ligne éditoriale de Radici. Rocco Femia, vous êtes également metteur ou encore producteur de spectacles, effectivement, vous mettez également en scène. Vous êtes également sur scène, comme vous l'avez dit. Cette autre casquette que vous avez, pourquoi ce projet de spectacle et à quoi peut-on s'attendre en venant les voir, tout simplement? D'abord, permettez-moi, Guillaume, toutes les appellations avec lesquelles vous me nommez, metteur en scène, producteur, ils ne sont pas véritablement
un projet professionnel pour moi. Je le suis devenu presque, je dirais, par nécessité. Mais là aussi, dans le domaine de la production, pour moi, c'était une évidence au moment où j'ai rencontré des hommes et des femmes qui m'ont permis de donner vie à cette autre activité de la maison d'édition, qui est la production de spectacles. Et là, je tiens à souligner vraiment, parce que ça serait non seulement injuste, mais la vérité, elle est là devant moi, qui me rappelle la rencontre avec le Gruppo Incanto. Le Gruppo Incanto est une troupe toulousaine composée je dirais, de personnes issues de l'immigration italienne et non, de Français tout court, même de personnes d'origine espagnole, qui ont composé une troupe musicale d'une grandeur d'âme, d'un esprit, d'une cohérence au niveau valoriel, au niveau des valeurs, qui m'ont séduit dès le départ. C'est avec eux, grâce à eux, qu'on a monté ce fameux spectacle italien Quand les émigrés c'était nous, qui a eu un succès énorme, avec une tournée en Italie et bientôt une tournée en Europe, dont une qui nous tient particulièrement à cœur en Belgique, en début de 2019, à Bruxelles, Liège et peut-être la Louvière, où nous allons raconter cette diaspora de 23 millions d'Italiens qui ont émigré dans les 4 coins du monde. De cette Italie, pays d'émigrés, d'expatriés, et avec une très belle synergie, un clin d'œil à cette Italie qui devient à son tour pays d'accueil. Un spectacle émouvant, très fort, qui a reçu le label de la fondation Queen Christine de Stockholm, qui l'a pris sous son égide pour lui proposer une tournée en Suède, dans d'autres pays européens, qui se fera au cours de l'année 2019. Voilà, ça c'était la rencontre avec Sylviane, avec Christine, avec Simona, avec plein d'autres personnes, avec Jean-Pierre, qui a déterminé en moi une caisse de résonance telle de me dire il faut y aller parce que j'ai les épaules couvertes par cette amitié, par ce groupe fort. Comme ça l'a été, il faut dire la vérité, la rencontre avec Bruno Puzzolù, l'acteur de cinéma et de théâtre français, d'origine lui aussi de la part de son père sarde, et dont l'amitié fait preuve aujourd'hui d'une très grande complicité. Et là, pour témoigner d'une grande complicité et qui me donne des ailes pour aller de l'avant. Là, nous allons produire un nouveau spectacle qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'Hérital, une adaptation des Rital de François Cavana, que nous allons bientôt proposer au public à partir du 30 septembre. Il sera donné sur la scène nationale d'Albi, donc c'est la première nationale. Et il y aura beaucoup de spectacles qui seront proposés tout au long de l'année 2018 et 2019 en France, j'espère aussi ailleurs. Voilà, des réflexions de très grande actualité. C'est ça aussi le souci de ma part. Ne pas faire les choses seulement pour la passion et pour assouvir une sorte de désir d'être sur scène. On s'en fiche de ça, cela passe, il ne laisse pas de traces. Mais un message humain, humaniste fort, une réflexion poignante sur l'immigration, ce que nous étions et ce que nous pouvons devenir si on ne fait pas attention, il me tient beaucoup à cœur. Et comme le nouveau spectacle que Gruppo Incanto est en train de préparer, qui est une réflexion forte et poignante sur les guerres. Et le titre est révélateur. Et si on chantait la paix? Voilà, point de demande, d'interrogation. Voilà un autre élément de grande actualité. On a dérangé des auteurs-compositeurs italiens de renom, comme Fabrizio De André, Ivano Fossati, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Pierangelo Bertoli, et on a composé une mosaïque avec une réflexion sur des textes très forts qui vont vraiment là aussi toucher le public autour d'une réflexion sur la guerre, sur l'inutilité de toute guerre, avec des images très fortes à l'appui. Ça, c'est toujours un élément qui nous tient beaucoup à cœur. Ça, c'est peut-être le défaut à moi du journaliste que je suis, porter toujours des éléments sur l'écran, des preuves de ce qu'on dit, des images qui relatent que ce que nous voulons donner est une véritable vérité, a été une véritable réalité qui nous permet de réfléchir et d'orienter peut-être en bien certains choix. Rocco Famiglia, quels sont vos projets pour la suite? J'ai beaucoup de projets sur la planche quelque part. Ces deux derniers que je viens de vous dire, citer l'Hérital de François Cavana et le spectacle sur la paix que nous allons produire bientôt, le 17 mai à Nérac, pas loin de Toulouse, dans Lot-et-Garonne.
Mais nous avons un projet très fort qui est celui du troisième volume sur le cinéma italien, 500 pages sur le cinéma contemporain. Ce n'est pas une mince affaire, c'est énorme, c'est tout simplement vraiment c'est monumental parce qu'à la fin du parcours, dans cette trilogie, nous nous retrouvons avec plus de 1000 pages consacrées au cinéma italien. Donc c'est un effort qui me rend fier. Pour la maison d'édition, c'est un effort énorme, non négligeable, de relater sur cette histoire de l'immigration, du cinéma, pardon. Il y a d'autres numéros de Radic, un spécial sur les grands itinéraires et paysages italiens. Ça, c'est un spécial au même niveau que celui sur le cinéma, que bientôt il va voir aussi la lumière, et d'autres, sans doute, spectacles qui vont arriver, grâce, je répète, à l'intuition d'un collectif qui aujourd'hui constitue la véritable ressource de Radic et de la maison d'édition. Rocco Febien, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. C'est parti. Plutôt Parme ou Rome? Plutôt Rome. Citez 3 caractéristiques qui, selon vous, représentent le mieux l'Italie. 3 caractéristiques. Ironie, comédie et génie. Êtes-vous plutôt Milan AC ou Inter Milan? Alors là, Milan AC depuis toujours. Malgré les déboires économiques qui l'ont vu dans les mains d'une personnalité qui n'a pas tout mon respect et attention. Plutôt Alberto Sordi ou Mozzano Brazzi, qui on rappelle sont des acteurs italiens? Absolument. Alberto Sordi, parce que c'est un acteur, je dirais, fétiche, emblématique de la comédie à l'italienne, parce que c'est cette capacité avec le rire qui a su relater de la tragédie humaine. Au fond, c'est la caractéristique de nous, les Italiens. Monicelli le disait toujours, nous n'avons jamais fait de révolution, comme la France, la Russie, l'Angleterre. Mais Monicelli disait, jusqu'à que nous ne ferons pas de révolution, nous serons toujours un peuple de soumis. Moi, je dirais un petit bémol, je dirais que notre manière de révolutionner la vie est la comédie, et l'ironie, et le rire. Et Alberto Sordi, peut-être, est un des éléments les plus emblématiques et clairs de cette capacité italienne de savoir rire de ces tragédies. Quel est votre plat culinaire italien préféré? Vous avez parlé de cuisine, voilà ce que vous aimiez faire. Alors, c'est quoi le plat préféré que vous aimez manger? Là, vous me posez une colle, parce que compte tenu de tout ce que je vous ai dit sur l'amour pour la gastronomie, choisir dans la panoplie de beauté et de bonté qui existe, ça me pose un véritable problème. Mais je suis un grand fan de pâtes. Et là, ce n'est pas étonnant. Mais s'il y a un plat qui me fascine dans sa simplicité et dans le bonheur qu'il provoque en moi, c'est les pâtes à la matriciana, qui est une sorte de sauce avec la joue de porc et la sauce tomate, avec quelques ingrédients, chacun les siens mystérieux, qui donnent un goût aux spaghettis, aux tagliatelles ou aux tortiglioni, une saveur inoubliable, incontournable pour moi. Mais bon, c'est parce que vous me demandez de choisir. Je dirais pasta alla matriciana, surtout parce que c'est populaire et ça me plaît de m'orienter dans ce choix sur quelque chose de simple, de contadino, comme on dit nous, de populaire. Je crois qu'on va venir chez vous s'installer, là, on va venir à table. Écoutez, je vous prends au mot. Bon ben voilà, ça veut dire que c'est lancé avec mon collègue Willy Lefebvre. Bruxelles, Toulouse, Besançon, Toulouse, directement chez Rocco Febien. Allez, dernière question. C'est la question que la chronique de Guillaume Sautet pose à chaque fois à ses invités. Si Rocco Febien, il aurait un rêve, ce serait... C'est un rêve qui ne concerne pas mon métier, qui ne concerne pas nécessairement quelque chose de particulier, mais qui est sous-jacent à toute réalité humaine. Le rêve, le mien, est l'unité. C'est un rêve qui me fascine depuis toujours. Que les hommes aient cette capacité accrue de comprendre que l'autre, il n'est pas un problème, mais la conditio sine qua non est la condition essentielle pour savoir qui suis-je. L'unité de pays, l'unité entre hommes, le dialogue, la capacité de ne pas se sentir toujours comme le propriétaire d'une vérité, mais d'aller à la chercher dans la demi-vérité qui possède de l'autre, et que l'autre est porteur d'une vérité aussi, et la règle aujourd'hui qui me fascine. Je dirais une société, un monde où le dialogue entre cultures, entre différences,
différences qui deviennent conditions essentielles pour notre réussite, portent à l'unité, pas l'uniformité, l'unité. Parce que l'unité demande comme condition essentielle la diversité. Parce que Guillaume, vous n'êtes jamais moi, et moi je ne serai jamais vous. Mais si entre vous et moi, il y a un respect, je dirais presque une solidarité forte, l'un est indispensable à l'autre. Et je dirais que cet algorithme de l'unité, vécu de cette manière-là, dans le respect, dans le désir de la connaissance de l'autre, qui comporte aussi un risque et une difficulté, est la clé de voûte de notre société. D'une Europe qui se cherche, d'une Europe qui est incohérente de plus en plus parce qu'elle veut faire l'unité, mais elle ne fait que mettre en lumière, je dirais, l'uniformité d'une pensée unique qu'aujourd'hui ne peut pas être acceptée, qui ne le sera jamais. Qu'au contraire, être italien, moi je raconte toujours un épisode lorsque je suis arrivé à Strasbourg où j'avais comme une sorte de difficulté à me inculturer dans ce pays. Les codes n'étaient pas encore les miens et j'étais comme une sorte d'enfant un peu perdu quelque part. Jusqu'à un moment où je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui, j'arrivais à la maison, je partageais la maison avec d'autres confrères et moi j'étais un peu l'italien du groupe, avec cette jovialité, cette expansion typique des Italiens, cette accolade, je dirais facile et qui peut déranger le français qui est plutôt susceptible lorsqu'il y a une proximité physique, mais qui était culturel, qui n'était pas un pire ou un bon, un pire, non, c'était vraiment une autre manière d'être. Et lorsque j'ai commencé à serrer la main, à être dans une politesse qui demande aussi une distance, à accepter qu'un Français n'est jamais dans l'exagération, par exemple, que quand il est content, la chose qu'il dit toujours, c'est pas mal. Mais c'est pour dire ce qu'en Italie on dit eccezionale, favoloso. En français, il dit pas mal. Bon, il faut aimer aussi cette manière d'être culturellement dans le monde. Et lorsque j'ai fait le français avec le français, je suis devenu français avec le français, je me souviens encore comme si c'était aujourd'hui. Le français m'a demandé d'être italien. Parce que la différence est nécessaire à l'unité. Parce que Guillaume a besoin de Rocco pour être Guillaume, ne serait-ce pour savoir qu'en face à lui, en ayant quelqu'un qui n'est pas lui, il lui rappelle qui est lui réellement. Donc, l'unité est ça, l'unité qui me tient beaucoup à cœur et j'essaie de la mettre en pratique dans tout ce que je fais, avec les limites évidemment que cela comporte, mais je crois que si j'ai un rêve aujourd'hui, mon rêve est vraiment l'unité. L'unité autour de projets différents, et d'un respect accru et d'un dialogue qui n'est pas porteur d'une vérité, la mienne ou la tienne ou la sienne, mais de la vérité, celle qui est juste sous-jacente à tout être humain, qui est celle d'un respect, et d'une fidélité, d'une fraternité réellement vécue au quotidien. Donc, l'unité, oui. Ben, merci de m'avoir posé cette question. Je n'ai pas eu la lucidité d'aller voir les interviews que vous avez faites aux autres pour me préparer. Vous me prenez un peu à la dépourvue, mais je suis content de pouvoir partager ce rêve qui est le mien et qui a été, d'ailleurs, il faut dire la vérité, toujours le mien. Rocco Pemia, rappelons que vous êtes le fondateur et directeur de la revue Radici. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été l'invité de la chronique de Guillaume Sautet. Merci à vous, Guillaume. Ce fut un plaisir. Donc, je vous attends à Toulouse bientôt pour un plaisir différent, plus culinaire, mais néanmoins important pour nos vies. Arrivederci. Ciao, Guillaume. À bientôt. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et des Plaisirs de Marque-Page vous remercie infiniment pour votre écoute et votre fidélité. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures littéraires. Comme toujours, prenez soin de vous. Bonne lecture. On vous embrasse. Salut!